Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Front-End Chronicles. Je suis Benjamin Ozano et je connais toujours ce podcast avec Denis Souron. Bonjour à toi Denis. Et oui, une nouvelle saison de Front-End Chronicles et on garde les mêmes animateurs, donc Denis Souron et Benjamin Ozano. Aujourd'hui, quel est le sujet de ce nouvel épisode, Denis ? Alors aujourd'hui, on va faire un discovery sur un framework qui vient pas spécialement de sortir, mais qui est encore en phase de développement et qui s'appelle Qwik. C'est plutôt prometteur en plus. Ouais, plutôt prometteur, ouais. Parce que, en fait, ça fait depuis 1 an à peu près qu'on a un peu de teasing là-dessus, mais là, ils ont vraiment renforcé leur communication, etc. Et donc là, ça commence vraiment à émerger et à un peu à conquérir le monde, donc on tenait à en parler. Dans le dernier épisode, on vous a parlé du State of JS 2021. Alors pour rappel, c'est un sondage international où on va venir demander en gros aux devs le ressenti sur les frameworks et les tendances, les pratiques notamment du moment, ou en tout cas ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils veulent ne plus faire, et ainsi de suite. Moi j'y ai participé, je pense que toi aussi Denis. Oui bien sûr, et en fait le State of JS c'est quelque chose comme 12 000 personnes environ qui ont répondu à celui de l'année dernière, donc ça fait quand même un petit peu de monde quand on prend l'ensemble des développeurs, quoi. Et encore, même disclaimer que la dernière fois, c'est un sondage, donc forcément en fonction des personnes qui ont participé, d'un aspect géographique, d'un aspect aussi ton bagage technique. S'il y a plus de personnes qui ont répondu qu'on fait du back, qui se mettent à du front, ils ont peut-être d'autres réflexes que nous sur les préférences et les pratiques. C'est un sondage, c'est une tendance, il faut prendre ça avec des pincettes. Et du coup, dans ce State of JS, la dernière fois, on avait du Svelte, du Vue, du React, de l'Angular, mais on avait surtout des nouvelles têtes d'affiche comme Alpine.js, Lit ou Stimulus par exemple. On n'avait pas parlé de Qwik, mais justement, comme tu le disais, comme c'est un framework émergent et tout récent, peut-être que les personnes n'avaient pas encore assez de grains à moudre pour pouvoir en parler. Et ouais, justement, c'était même pas dans le State of JS en fait. C'était même pas dans les réponses, donc on risquait pas de le voir. Mais je pense que ça sera dans celui de cette année. Hein. Il y a peu de chances que ça n'y soit pas. Hein. C'est ça. Qwik, en quelques phrases, c'est quoi ? On prend du HTML statique généré par du SSR avec un fichier JavaScript de moins de 1 kilooctet. Et ensuite, on l'exécute sous les 1 milliseconde. Et tout le reste de l'interaction du site web sera téléchargé en lazy loading au besoin. Typiquement, on prend un cas très simple, l'action de cliquer sur un bouton, c'est au moment du clic sur le bouton qu'on ira télécharger l'action qui va en dépendre. En tout cas, le code de l'interaction qui va suivre ce fameux clic. Et même pour aller encore plus loin, le peu de JS qui est téléchargé, c'est intégré à la page. Donc c'est une balise script dans la page. Donc c'est même pas un fichier à côté. Et donc si on prend le To-Do MVC grand classique des démos, et en fait on télécharge du HTML et du CSS. D'accord. Et c'est tout. Et le JavaScript est directement intégré dans la page, quoi. Voilà. Okay. Et sachant qu'il y a moins de 1 KO de JavaScript dans la page en elle-même, et on a toute notre page comme ça. Alors effectivement, Denis, c'est pas n'importe qui a créé ce framework. On a quand même plusieurs personnes connues, entre guillemets, sur d'autres frameworks, sur d'autres entités, front-end notamment. On peut carrément parler de Cador, je pense. Donc, le premier, Minsko, je sais pas trop comment le prononcer, Every, qui est l'un des créateurs d'AngularJS, d'Angular aussi, et qui est co-créateur de Karma.js. Donc je sais pas si vous voyez le CV du bonhomme, mais ça fait 10 ans que le gars s'amuse quand même à faire des choses vraiment intéressantes. On a aussi Adam Bradley, qui est le créateur de Stencil et le co-créateur d'Ionic, donc là aussi un beau CV. Et enfin, le dernier, c'est Manu Almeida, qui est membre de la core team d'Ionic et membre de la core team de Stencil. Donc en fait, on a vraiment un roster incroyable pour créer un framework. Pour revenir sur Minsko, justement, c'était vraiment, donc, comme tu l'as dit, créateur AngularJS et Angular, et quelqu'un qui poussait énormément pour l'utilisation d'Angular ces dernières années. Et du coup, il a quitté ce monde-là pour fonder sa propre société qui sera le backer principal de Qwik, qui s'appelle Builder.io. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a quand même toujours sur sa photo de profil Twitter le logo Angular. Donc. Et on remarque du coup l'arrivée de Builder.io que je vois comme j'allais dire Kraken, quoi. Ils essayent de se positionner sur plein de choses. Donc, ils ont leur framework Qwik. Ils ont aussi une librairie qui s'appelle PartyTown, qui permet de gérer des choses qui sont dans Qwik, on vous expliquera après, mais de rajouter du lazy loading sur pas mal de vos éléments qui sont déjà injectés dans vos pages, etc. Donc, en fait, ça vous permet, par exemple, de prendre certaines features et de les mettre dans un service worker qui sera exécuté après, etc., etc.
Et puis après, ils ont aussi d'autres solutions qui sont marketées, faire des plateformes, etc. Donc je vois Builder.io quand même grandir assez vite. Ils surfent aussi sur la vague du no-code, parce que sur leur site vitrine, ils vont s'adresser à 2 types de populations. Les utilisateurs qui souhaitent rapidement mettre en ligne des sites web avec un Visual Builder. Voilà, tout simplement. Donc, comme tu le disais, tous les outils proposés par Build.io, un Visual Editor, un CMS Headless et forcément des couches d'optimisation plus à point de vue d'acquisition et marketing, le A/B testing, le contenu ciblé et les choses comme ça. Et on va avoir aussi un pan pour les développeurs où justement, n'envoyez pas des pages, mais envoyez un builder de pages. Tout est dans le long, c'est pour ça qu'on va avoir quand même pas mal d'automatisation et avoir quelque chose de performant comme Quick. Justement, en parlant de Quick, on va revenir sur le sujet. Pour commencer, je propose qu'on parle vraiment des bases de Quick. Oui. Et au final, on verra que d'un point de vue du développeur, il n'y a pas grand-chose qui change. Non, on est sur un terrain connu avec les frameworks principaux. On est sur un état de l'art, des choses qui sont éprouvées et intéressantes. Donc, comme on a pu voir avec du React, du Stencil, on a un framework orienté composant avec du TSX. Donc jusque-là, rien d'original. Et en plus, on s'offre même le luxe d'avoir une syntaxe qui est proche de React. Donc on va avoir nos composants, notre JSX, nos render functions. On va aussi avoir un système de hooks avec des stores, des useref, des useStore, etc., des watchers. Ce qui va parler à la population à la fois React et Vue avec la composition API. Oui, exactement. Et on va aussi même avoir l'équivalent des render functions. Donc c'est pas tout à fait pareil. Techniquement, ça se matérialise pas du tout pareil. Au niveau de la syntaxe et tout ça, on va pouvoir redécouper nos gros composants avec des petites render functions qui sont là que pour faire de la présentation. Et on a bien sûr un incontournable aujourd'hui, la projection de contenu. C'est un des éléments clés qui vous permet de faire des smart et dumb components. Donc des composants qui sont là juste pour présenter de l'information et d'autres qui sont là pour faire de l'articulation logique et de l'orchestration. Et par contre, si on prend le parti pris de Quick, donc vraiment là où ils veulent se démarquer, on va avoir une grande thématique qui est en fait de faire que du HTML, ou presque que du HTML. C'est vraiment au niveau de la production de code, pas ce que va faire le développeur. Nous, on va faire que du JS, et après, le framework va s'assurer de fournir des pages avec majoritairement du HTML. Un petit peu comme on l'a dit dans l'introduction, tout ce qui n'est pas du HTML va être lazy loadé. Donc mon exemple avec le bouton, le code associé au fonctionnement du bouton est récupéré au moyen d'une requête asynchrone, du XHR tout simplement, et ensuite directement exécuté. Là où on va avoir un petit peu de difficulté, c'est de se dire, ah très bien, si on a des states sur la page, comment Quick va pouvoir justement le gérer ? Alors ils ont pris le parti pris que le state de la page doit être réduit au minimum que ce dont la page a besoin. Il est ensuite stocké dans une balise script JSON à la fin du body. Donc, il faut que votre state soit nécessairement serialisable. Et du coup, l'objectif est que le build et le serveur fassent le plus gros du travail. En gros, construction des pages avec du HTML only et gestion du JavaScript au moyen d'un découpage de mini-assets, de modules. Je pense que sous le capot, on va avoir des modules MJS, du lazy loading, des événements et ainsi de suite. Ils ont un nom chez Quick pour ça, on appelle ça une application dite resumable. Ouais, c'est le terme qu'ils ont utilisé et même au niveau de leur doc, ils précisent ça comme un nouveau terme et du coup, ils se sont sentis obligés d'utiliser ce terme-là pour vraiment décrire ce fonctionnement qui, selon eux, n'existe pas ailleurs et pour le coup, je ne l'ai pas vu ailleurs non plus. Et en fait, du coup, le fait de faire que du HTML et avoir un mini-state en JSON, votre application, quand elle arrive avec sa page, on peut directement interagir avec. C'est ça qu'ils appellent le resumable. Contrairement avec le fonctionnement avec hydratation qu'on connaît avec tous les autres frameworks. En gros, le parallèle que faisait Misco, vous voyez une VM, une machine virtuelle que vous avez lancée, vous pouvez créer votre machine virtuelle, installer un OS, etc., faire des choses dessus, mais vous n'êtes pas obligé de l'éteindre. Des fois, vous pouvez la mettre en pause, cette machine virtuelle, et du coup la déconnecter. Et là, en fait, l'idée, c'est à peu près la même. C'est-à-dire que le serveur, il a construit un state, il a construit une page avec des composants, etc. Et on veut directement reprendre le fonctionnement au niveau du browser à ce niveau-là. On ne veut pas rejouer plein de choses. Grosso modo, c'est ça le principe en fait, du resumable.
Qu'est-ce qu'un framework JS sans SSR ? Finalement, c'est ni plus ni moins qu'une SPA. On n'a pas de génération côté serveur. On va récupérer tout au premier appel avec un HTML minimaliste. Je pense que vous l'avez déjà vu, la fameuse balise AppRoot qu'on a dans le body, ou bien un div avec une ID app ou autre qui symbolise qu'on a une application sur notre HTML. Ensuite, comme je l'ai dit, on a une récupération du JS, du compilateur, des vendors, du code de l'application. On a une phase où on va parser ce JavaScript, à la fois pour comprendre ce qu'on souhaite faire, et puis derrière, on va construire tout ce qui va être state, les requêtes peut-être HTTP pour aller récupérer des informations en base, la construction du HTML, et ainsi de suite. Et une fois que tout ça est mis en place, on va avoir une phase où on va ajouter la fameuse interactivité avec tout ce qui est bind des events JS pour avoir notre application. Et tout ça a du sens parce que on se dit qu'on construit notre application au niveau client. L'un des principaux intérêts, c'est que du coup, on a une application monopage, donc on peut faire beaucoup d'interactions. Changer les contenus de la page, c'est plus de la magie comme en jQuery où en fait, on se branche sur un endroit du HTML, on en génère d'autres, etc. On ne sait même pas si ça va marcher et tout ça. Là, c'est cette réflexion de quand ça arrive côté navigateur, on construit le state, on fait des requêtes HTTP, on construit les différents éléments de notre HTML, etc. Tout ça, ça fait sens en fait, parce que c'est ce qu'on recherche. Alors, petit rappel, donc le SSR, c'est quoi ? On l'a dit plusieurs fois déjà dans ce podcast, mais c'est toujours sympa d'avoir la définition des acronymes. C'est la génération de la page au niveau du serveur. Alors, ça va être intéressant d'un point de vue SEO. Google a été longtemps mauvais sur tout ce qui était SPA parce que forcément, le temps qu'ils reconstruisent les routes de votre application, c'est d'abord le HTML de la page principale qui est balancé. Et en fait, le robot Google, quand il va venir inspecter votre page, avant, il avait un peu de mal avec ça. Il voit qu'il n'y a rien du tout. Du coup, votre page est mal référencée, tout simplement. Voilà. C'est bien mieux maintenant, mais c'est vrai qu'il y a eu une longue époque où c'était insuffisant. Exactement. Et donc, du coup, là, on va avoir en fait une pré-construction de la page à la demande au niveau du serveur. Donc, on a la récupération de la page HTML, la récupération des JavaScript, un petit peu comme on l'avait fait avant en SPA, bien sûr. C'est juste que là, on a une phase de ce qu'on appelle d'hydratation, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier rendu de la page par rapport au serveur. Et puis ensuite, une fois que cette première version de la page est arrivée côté navigateur, côté SEO, on est content parce qu'on a du contenu. Côté utilisateur, on est content parce qu'on a déjà un premier aperçu de notre page et forcément, on va réduire cette friction qu'on a d'attente au niveau utilisateur. En arrière-plan, on a la récupération du code JavaScript, l'exécution et pareil, encore une fois, toute la mécanique de restauration du state et tout ce qu'on a besoin au niveau de l'interactivité. Sachant que là, il y a quand même une différence comparée au cas d'avant, c'est que là, cette fois-ci, on reconstruit le state parce qu'on l'a déjà fait au niveau du serveur. Oui. Et pareil, suivant comment elle est designée notre application, on va aussi avoir un rejeu des requêtes HTTP et on va avoir aussi une remise à jour du HTML. Et ensuite, il y a l'interactivité. Quand on voit tout ça, on se dit, mais déjà, rejeu du state, rejeu des requêtes et tout ça, c'est pas terrible. Mais il faut bien voir d'où on part. On part déjà d'un framework JS donc, qui est là pour générer notre front-end et faire en sorte que toute l'application, au niveau des interactions et des changements à chaud de notre HTML, ait une cohérence. C'est-à-dire que c'est le même code pour le faire. Avec SSR, c'est encore plus sympa parce qu'on est en train de se dire qu'on est capable de générer une page côté serveur avec le même code ou avec le même framework qui va nous permettre de générer aussi toutes nos interactions et nos changements à chaud dans la page. Exactement. Donc voilà, faut pas non plus cracher dans la soupe. C'est vrai que quand on présente toutes les étapes, on se dit il y a un truc qui est un peu débile. Mais justement, on va le voir. Mais en même temps, on a quand même une base qui est très confortable, qui est de se dire ok, que ce soit ma page serveur ou ma page front, peu importe les interactions, ce sera toujours du code React, du code Vue, du code Angular qui va gérer ça. Et ça, c'est quand même bien plus simple que tout ce qu'on aurait pu avoir. Donc en fait, là, ce qu'on a fait comme choix, c'est qu'on a augmenté l'expérience développeur, mais on a diminué potentiellement les capacités de scaling ou les capacités de performance. Et du coup, Quick se place comment, Denis, sur ça ? En fait, Quick, justement, on l'a dit juste avant, tout ce qui est rejeu de state, rejeu des requêtes, etc., ça sert à rien, on l'a déjà fait au niveau du serveur. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On génère du HTML, on génère les 2-3 éléments de state qu'on peut avoir besoin, et ensuite, une fois qu'on a tout ça, très bien, on l'envoie au client,
Et le client, en fait, il a besoin que du HTML. Il n'a pas besoin de réhydrater, il n'a pas besoin de refaire toute la tambouille du framework. Par contre, de quoi il a besoin ? Il a besoin de, quand on clique quelque part, de jouer une action. Et donc du coup, Quick, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des listeners un peu partout, et ensuite ça va déclencher un appel XHR pour récupérer le code d'exécution associé. Donc tu cliques sur ton bouton toggle, et puis en fait ça va aller récupérer le contenu de ton toggle, et ça va le déplier et afficher ce qu'il y a à l'intérieur. Passons maintenant aux avantages de Quick. Alors, comme vous le savez, depuis quelques épisodes, je parle souvent de Nuxt et la génération statique, le SSR et tout ça. Là, ce qui va être super cool avec Quick, c'est qu'on va avoir peu d'assets, peu de JavaScript, uniquement ce que l'on a besoin à l'instant T quand on a une page. Du coup, moins de JavaScript, ça veut dire aussi moins de parsing, moins d'exécution, on a vraiment l'essentiel. Et on va avoir, encore une fois avec l'exemple avec le bouton, on va avoir le code associé au bouton qu'au moment du clic. On va également avoir peu de rejeux niveau client, au niveau HTTP, state, restructuration de la page. On va vraiment plus loin que le transfer state, par exemple en Angular. Je crois que Denis, t'as quand même pas mal bossé dessus, toi. Ah ouais, le transfer state, c'est un truc que j'utilise actuellement là sur mon projet client. En fait, ça, tout seul, ça permet juste de passer de la donnée entre le serveur et le client. C'est-à-dire que, un peu comme des jetons d'injection côté Angular, en fait, on va définir des clés qu'on va mettre au niveau du serveur et on va associer une donnée et ensuite on va la lire. Donc, comme les jetons d'injection ou alors comme l'accès au local storage. Et on peut aussi gérer les problématiques de requêtes HTTP de cette manière. En fait, au niveau de notre application, on va faire un intercepteur HTTP dans lequel on va regarder si on est en génération serveur ou en exécution browser. Et suivant le cas, on va soit stocker la donnée de la requête dans le transfer state, soit on va la lire si on est en mode client. Et donc comme ça nous évite de rejouer les requêtes HTTP qu'on a déjà jouées au niveau du serveur. Donc ça, c'est des petites optimisations, et je pense que c'est des choses qui ont donné des idées aussi à Misco sur le fonctionnement de Quick. C'est que côté Angular, ça faisait déjà un moment qu'ils réfléchissaient à comment on réduit ce processus d'hydratation. Oui. Et dans ce cas-là, on peut être tenté aussi avec ce que propose le transfer state, et puis même on peut aussi appliquer un équivalent dans d'autres frameworks. On peut se dire, mon state redux, après tout, c'est sérialisable. Pourquoi je ne ferai pas une sérialisation au niveau du serveur et je le ramène au niveau du browser et puis je le joue. Mais en fait, là, le problème de ça, c'est qu'il y a l'ordre des actions et donc, en fait, c'est assez piégeux dans la réalité. Donc, la synchronisation n'est pas évidente et on a une décomplexification assez forte à ce niveau-là. Et je finirai dans les avantages par un argument marketing, on va pas se le cacher, de Misco quand il parle de son framework, avec la possibilité de faire un scaling infini de l'application, puisqu'il estime que la complexité de son application est en haut de 1. Parce qu'effectivement, on a presque que du HTML. Donc, tu veux une nouvelle page, ça sera juste une nouvelle page HTML et ainsi de suite. Sachant que là, en termes de complexité, on parle au niveau du rendu browser. C'est-à-dire que là, on ne va pas parler de la complexité du rendu serveur, ni même de la complexité du code qu'on va rajouter dans notre application. Bien sûr. Il s'agit bien de se dire qu'au niveau du client, rajouter une feature ne ralentit pas le reste de notre application. Passons maintenant aux inconvénients, parce qu'on n'est pas non plus dans le monde des bisounours au niveau de Quick. Est-ce que tu as des choses à nous dire à ce sujet, Denis ? Alors déjà, je pense que si c'est pas en V1, c'est qu'il y a une raison. Il manque encore un peu de maturité. Ça n'empêche pas que les promesses sont intéressantes et que les premières démonstrations et les premiers faits d'armes sont là. Globalement, moi, la première question que je me suis posée, c'est que comme tout est en lazy loading, qu'est-ce qui se passe quand on a une forte latence ? Comment ça se passe au niveau du feedback utilisateur ? Parce que ça aussi, c'était un des points forts des SPA, c'est tu cliques, même si tu n'as pas de réseau, tu as un feedback, quoi. Exactement. Et là, je me dis, comment tu fais pour afficher un loader, un spinner en moins de 200 millisecondes ? Donc, ça, c'est des métriques assez classiques d'interactivité. Mais comment tu fais pour atteindre ce cas-là si tu as une seconde de latence ?
côté Quick, ils réfléchissent à des solutions comme ça pour ces problématiques-là, et notamment potentiellement des mécaniques de preload. C'est-à-dire qu'en fait, on chargerait comme d'habitude la page, et après, les éléments où il y a besoin des feedbacks interactifs forts, mais en fait, on les chargerait en asynchrone, bien délayés et tout ça, bien plus tard, tranquille. D'accord. Mais au moins, on s'assure que quand on a la page depuis 10 secondes, et le spinner, il arrivera, quoi. Et il n'y a pas plus énervant pour un utilisateur de ne pas avoir de retour immédiat quand il clique sur quelque chose. Oui, c'est ça. On ne s'attend pas forcément à ce que tous les traitements soient déclenchés derrière, mais qu'au moins, il y ait un feedback sur l'interaction. Bon, après, c'est des métriques de base du X. De toute façon, on n'a pas forcément besoin de l'expliquer ici. Deuxième inconvénient, je pense, Denis, dont tu vas aborder le sujet, les plus attentifs auront déjà tiqué, je pense. Ça va être sur la sérialisation, peut-être, non ? Ouais, c'est ça. Moi, ça me gêne pas trop parce que ces derniers temps, je suis vraiment fan de la programmation fonctionnelle. Donc, les classes, grosso modo, c'est presque à la poubelle. Has-been. Voilà. Et du coup, en plus, on a tout ce qu'il faut en JavaScript. Pourrait avoir besoin des classes, en fait, au niveau de JavaScript, on n'en a pas besoin. Donc, c'est pas hyper gênant, mais il faut faire attention, quoi. Et comme on refait rien d'autre côté browser, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit manque d'accompagnement sur les features vraiment orientées client. Si tu as une dépendance à la session ou au local storage, comment tu fais une petite bannière, par exemple, qui s'affiche ou qui se masque en fonction de ce que tu as dans le local storage. Comment tu le gères, ça, en Quick ? Pas trop de réponses pour l'instant, mais je pense que ça va venir. Et enfin, le dernier point que moi, j'ai trouvé un peu dérangeant, mais en même temps, ça nous fait réfléchir dans le bon sens. Comme le state est généré par le serveur, il n'est absolument pas touché par le browser. Le state en lui-même est mis en cache en même temps que la page. Et donc, il faut qu'on soit beaucoup plus attentif sur notre gestion du cache. Parce que si notre page serveur elle est obsolète, notre page browser sera obsolète aussi. Et donc ça, du coup, c'est plus une vigilance. Pas forcément une mauvaise chose, mais je pense qu'on a pu s'habituer à des mauvais réflexes. Se dire, ok, on a notre page serveur, et puis au pire, l'hydratation, elle corrigera. Donc on peut mettre des caches très agressifs une semaine. Tant pis, parce qu'on ne veut pas faire du cache busting tous les quarts d'heure. Et puis le but, c'est de faire du cache aussi. Donc, exactement. C'est-à-dire que si on le wipe souvent, l'intérêt va devenir un peu moindre, du coup. Voilà, c'est ça. Donc là-dessus, c'est pareil, c'est pas un vrai inconvénient, mais il faut faire attention, quoi. On l'a dit plusieurs fois dans le podcast, il y a quand même des choses connues. Vous ne serez pas perdu sur l'état de l'art. On a un framework orienté composant, on a des bases solides, on a du TSX, on a des hooks. Et aussi, mine de rien, la réputation des créateurs n'est pas à démontrer. Ce sont des cadors. S'ils ont créé Quick, c'est qu'il y a une raison. Et on peut aussi faire confiance aussi à leur vision. Le framework s'occupe seul de l'optimisation, un peu à la manière d'Angular. Il y a pas mal d'optimisations et de choses qui sont faites sous le capot. Pas de syntaxe supplémentaire. On est sur un framework avec 0 config à faire côté développeur, donc un point de plus pour la développeur expérience. Et enfin, la performance. Et vous le savez, à chaque fois que... On aime ça, hein. Voilà, qu'on aime ça. Et moi, je le dis à chaque épisode, c'est un petit peu mon marqueur. Le SSG, le Static Site Generation, c'est ce qu'il y a de plus performant. Et donc là, on s'y approche fortement. La question que j'ai envie qu'on se pose, et que je vais te poser, Denis, c'est qu'à ton avis, est-ce que ce framework-là va venir aller détrôner les cadors qui sont actuellement en place ou pas ? C'est vrai que c'est difficile à répondre, mais est-ce que toi, tu as des pistes de solutions à ce sujet ? En vrai, en ce moment, il y a quand même pas mal de frameworks qui arrivent, il y en a pas mal en place. Et ce qu'on peut remarquer depuis 5-6 ans, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de frameworks qui sont essayés à détrôner le trio de tête, et pourtant, c'est toujours le même. C'est ça qui est impressionnant. Bon, là, de toute façon, là, c'est encore en cours de développement, hein. Il y a des features qui ne sont pas encore présentes. On a de la documentation aussi qui va manquer, notamment pour la partie déploiement et puis production. Même si, d'ailleurs, pour la petite anecdote, le bundler par défaut, c'est Vite. Donc Vite, Quick, on a compris. On est content. Voilà, on est content, c'est rapide. Pas d'extension VS Code non plus. Ça, c'est vraiment dommageable. C'est-à-dire que là, on charge une application Quick, du code Quick sur VS Code. Il nous souligne en gras des mots en disant ça, je connais pas, quoi. Donc ça, c'est dommage. Donc tu te proposes de la développer très très vite pour nous. Ouais. Merci Denis, pour remercier Denis justement pour son action. Je me lance tout de suite.
Et voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pour un framework JS, en fait, il fait plutôt du HTML et un peu de JS. Et je trouve ça rigolo, en fait, le pied de nez. Et je me demande si ça fait pas un petit retour aux fondamentaux, en fait. Moi, la baseline, je l'adore. Hein. HTML first, JS last. C'est vraiment à l'image du framework. Comme vous le savez, rien n'est plus perf que du HTML pur et optimisé. Optimisé dans le sens où toutes les dépendances de notre HTML vont être chargées à bon escient avec du lazy. Je pense qu'on va vraiment dans une bonne direction et en tout cas, je suis très curieux de voir ce que ça va apporter et de continuer de l'essayer. Là, maintenant, on revient un peu à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire des pages HTML générées par un serveur. Et en fait, ce fonctionnement, on l'a gardé, mais que pour la prod. En fait, on a une développeur expérience qui est excellente, en fait. On a du React moderne, en quelque sorte. On va aussi avoir un bundler qui est hyper récent, qui s'appelle Vite. On va avoir du TypeScript. On va avoir du HMR, du Hot Module Replacement. En plus de ça, on a du SSR qui est désactivé pour le mode dev. C'est-à-dire que du coup, au niveau de Quick, quand ils l'ont conçu, quand on est en mode dev, en fait, tout se fait dans le navigateur. Donc en plus, pour le debug et tout ça, on est tranquille, on n'a pas besoin de démarrer un serveur, on n'a pas de logique bizarre à gérer. Et même si on prend du recul sur toute l'évolution du web, moi je trouve ce qui est assez marrant, c'est de voir les allers-retours en fait, entre le serveur et le client pour les rendus d'applications web. En fait, on a l'impression que le web, il se cherche tout le temps, en fait, c'est quoi la bonne manière de faire ? Est-ce qu'on fait des trucs serveur, browser et tout ça ? On a les capacités CPU qui évoluent, etc. Donc à certains moments, c'est plus rentable de le faire au niveau browser, mais en même temps, on a aussi le réseau qui peut nous bloquer, etc. Pendant que tout ça est en train de s'articuler, en fait, on a tous nos outils de développement en fait, qui sont considérablement améliorés en 20 ans, en fait. Alors que la base, c'est la même. HTML, CSS, JS. Et c'est déjà la fin de ce podcast. Malheureusement. Après, on pourra refaire un épisode sur Quick une fois que ce sera peut-être plus mature. Exactement. Je pense qu'il y aura déjà des choses, peut-être un état de l'art un peu plus avancé pour le sujet, ou même sortie de release candidate, il y a peut-être des choses qui vont être fixées, notamment ce que tu disais tout à l'heure là, sur le côté on va charger en lazy, ce qui normalement se charge au clic. Donc ça peut être intéressant. Et en plus, j'ai une petite exclue, alors ça, vous ne l'entendrez pas à beaucoup d'endroits pour l'instant. Au niveau de l'intégration et de la bascule progressive vers Quick, côté Builder.io, ils ont prévu de faire une petite fonction qui s'appelle Quickify et qui peut se brancher sur des rendus React. Ah, ok. Et ce qui va vous permettre de basculer au fur et à mesure votre application React sur Quick. C'est intéressant ça a l'air dingue. Même au niveau du code, s'ils le release en open source, cette petite moulinette, c'est de savoir comment eux s'y prennent pour justement, d'un point de vue React, comment toi tu pourrais refacto sans leur moulinette, quoi. Donc c'est aussi intéressant de savoir ça. J'aurais envie aussi de vous proposer un sondage pour les prochains sujets de Front-End Chronicles. On a toujours plein d'idées avec Denis. Et peut-être que dans les semaines qui vont arriver, on sera amené à vous faire un petit sondage sur LinkedIn pour savoir quels seraient les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde en priorité. Autant que ce soit aussi des sujets qui vous intéressent. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Denis, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, ça va être très simple. Vite, c'est le meilleur bundler. Allez, salut. Salut.